à tout le monde. Welcome everybody. Don't be shy to open your video camera so that we can meet and discuss together. Bienvenue à cette deuxième session. I want to remind everybody that this session is going to be in French. So you have at the bottom of your screen a button called interpretation. And if you click on interpretation, you will be able to click on English, and we have simultaneous interpretation for those who do not understand French. Donc, c'est mon plaisir d'accueillir pour cette deuxième séance de ce symposium la professeure Martine Pellerin, qui est vice-doyenne à la recherche et à l'innovation et professeure titulaire à l'Université de l'Alberta, à la faculté Saint-Jean. Ses intérêts de recherche couvrent de nombreux domaines, comme l'intégration des technologies numériques dans l'enseignement et l'apprentissage, l'inclusion, la littératie numérique, le développement des compétences numériques et la citoyenneté numérique et l'enseignement en ligne. Elle est aussi responsable des initiatives concernant la transformation numérique et le transfert de l'enseignement à distance et en ligne au campus Saint-Jean. Et elle a reçu les prix IT Ambassador Award et le prix Team Innovation de l'Université de l'Alberta pour son leadership technologique. Vous voyez donc pourquoi c'est un plaisir pour nous de l'accueillir pour cette journée de réflexion, puisque cette journée de réflexion est évidemment sur tout ce qui est enseignement à distance et en ligne. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Martine Pellerin. Martine, je t'en prie. Merci beaucoup, Aline. Bonjour, bonjour à tous et toutes. Premièrement, je voudrais remercier Aline Germain-Rutherford et Jovan Goen et l'équipe aussi de services d'appui à l'enseignement et l'apprentissage à l'Université d'Ottawa. C'est un très grand plaisir d'être ici. Si vous me permettez, j'ai deux petites choses à... C'est un très grand plaisir d'être ici et puis on va débuter sans tarder. Je vais partager mon écran. Donc, on devrait être en partage maintenant. Aline, oui. ça va pour ça. Donc, je vais juste aussi essayer de voir tout le monde. Donc, c'est important que je vous vois avec votre caméra. Je sais parfois, c'est pas toujours possible dans le contexte que s'il y a des enfants et tout ça, tout simplement mettre peut-être le micro. Mais donc, se voir ensemble, c'est important, cette présence-là. Donc, ce matin, on va essayer de faire un tour un petit peu, de réfléchir ensemble sur, encore une fois, l'enseignement et l'apprentissage à distance dans une nouvelle ère, non seulement l'ère numérique, mais ce qu'on vit présentement à l'ère du COVID. Et puis, encore une fois, ce changement-là, comment on va le vivre et une réflexion par rapport à ceci. Donc, on va faire un petit survol de la présentation. Bien, on va s'attarder brièvement sur ça, sur le transfert d'urgence qui est apparu au printemps passé. Et puis, par la suite, on va parler de ce transfert-là, mais aussi le phénomène de Zoom qu'on vit aujourd'hui aussi, qui a des avantages et peut-être des avantages aussi. Et aussi, je vais enchaîner avec ce qu'on appelle le phénomène de Netflix éducation en ligne. Par la suite, où est-ce que je vais vraiment mettre l'accent, c'est la réflexion par rapport au changement de paradigme de l'enseignement universitaire pour une nouvelle ère. Et pour ceci, je vais utiliser le cercle d'or de Simon Sinek, où est-ce qu'on se pose la question pourquoi on doit changer, comment on va changer, puis quoi on va changer. Donc, ça va être vraiment notre outil de réflexion pour nous emmener, c'est ça, de penser à qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on devrait faire et pourquoi on devrait le faire. Puis, je vais vraiment, et pour ceci, je vais vraiment parler du rôle du cadre de la conception universitaire de l'apprentissage, qui est UDL en anglais.
Et je pense que, Jovan, tu as mis le lien dans le chat aussi pour la version anglaise du tableau qu'on va utiliser à la diapo 12. Et par la suite, on va terminer avec, avec des défis que nous avons et qui vont nous permettre la liste des défis pour nous permettre d'entrer dans un dialogue, dans une négociation et dans une co-construction aussi. Sans plus tarder, je commence. Donc, en mars 2020, pour certains de nous, nous sommes ici à l'Université de l'Alberta. Toute l'université a passé complètement en ligne. Donc, ce qui veut dire qu'on voit la première image, que toute cette belle classe-là, je pense que cette classe-là contient environ plus de 300 sièges. Donc, et tout ça s'est transformé en la deuxième photo en un mode virtuel. Ce qui est intéressant de penser, c'est qu'ici, on regarde la structure, l'environnement, l'organisation de l'environnement. On sait très bien que ça favorise un mode de transmission. C'est-à-dire que le prof est en avant, même s'il y a sa technologie, les étudiants sont assis. Ils peuvent avoir très bien leur technologie et en réalité, les étudiants ont leur technologie avec eux, leurs ordi, leurs portables, leur téléphone avec eux. Mais ça demeure le rôle de l'instructeur ou du professeur, il est en avant, c'est lui qui domine, c'est lui qui transmet la connaissance et les autres sont beaucoup plus passifs. Je parle du phénomène de Zoom parce que le phénomène de Zoom, on a transféré cet environnement-là physique plus ou moins, c'est de reprendre ceci. Donc, ça a l'avantage parce que comme ce matin, on a cette possibilité de se voir et tout ça. Mais malheureusement, et je dis malheureusement parce que pour la plupart du temps, on a resté dans le même modèle omniprésent de transmission. C'est-à-dire que, un peu comme je fais, mais ce matin, où est-ce que je vous parle et vous êtes passif. La différence, c'est que tantôt, on va s'engager dans un dialogue, discussion, négociation. Mais pour la plupart du temps, c'est ça. C'est qu'il y a cette transmission-là directe. Les étudiants sont plus ou moins passifs. On a commencé à utiliser des outils interactifs, cependant, mais ça demeure pour beaucoup la direction. On va aussi enregistrer ces présentations-là qui fait que l'étudiant peut écouter par la suite. Donc, on a ça, puis on a un autre phénomène que j'appelle le phénomène Netflix éducation en ligne. Donc, on devient des experts. J'aime beaucoup cette caricature ici parce qu'on devient des experts, nous, non seulement des experts de contenu, mais des experts de vidéo. Puis, on apprend comment faire des vidéos, on a plein d'outils. Et donc, mais on a la vidéo, et la vidéo est encore une fois dans un paradigme de transmission de connaissances. Et ce qui me fait très, très peur, je dois avouer, qui me fait redresser les cheveux sur la tête, et j'ai les cheveux assez longs, c'est, j'ai mis ce lien-là ici, c'est la direction que certaines universités canadiennes, ici c'est lors d'une conférence avec des universités des États-Unis, mais c'est la même chose en Europe aussi, c'est que cette idée-là qu'on va prendre ces vidéos-là et puis là, ben, on va les distribuer. On va les distribuer, puis c'est comme Netflix, puis les étudiants vont être capables de choisir leurs vidéos, puis la vie va être belle, va être beaucoup plus flexible. Le mot, c'est flexibilité. Flexibilité, accessibilité. On ne parle moins d'inclusion, mais on reviendra sur le concept d'inclusion. Donc, ce qui arrive, c'est ça, c'est qu'on reprend le même modèle de transmission, on utilise des nouvelles modalités, mais il n'y a pas vraiment de changement en termes de transformation au niveau de l'enseignement supérieur. Puis, comme j'ai dit, bon, ben, on utilise le prétexte ou l'argument qu'on peut le faire n'importe où, mais si on voit la petite caricature, on est encore dans le même modèle et que ça, après un bout de temps, ça devient assez ennuyant de regarder les vidéos juste comme ça. Et nos étudiants nous ont dit qu'ils sont, je vais vous épargner le mot qu'ils ont dit, mais ils ont dit qu'ils sont vraiment fatigués de passer la journée à regarder des vidéos de leurs profs. Donc, comme je disais, le changement, ben, pourquoi il faut changer?
comment on doit changer, puis quoi on doit changer. Donc, en fin de semaine, j'écoutais le programme avec BBC Global Question et un des intervenants vraiment a réagi à la question, ben, pourquoi changer, quel est le rôle de l'université? Et donc, ce qu'elle a dit, si je traduis ces mots, c'est que l'université ne correspond plus à celui d'une transmission directe de connaissances statiques, mais plutôt de guider l'étudiant à apprendre à apprendre. Donc, parce que le monde change, parce qu'on est en constante évolution et on sait qu'avec le COVID, tout ça, tous les changements, l'adaptation, la réadaptation, donc le monde n'est plus le même. Donc, les connaissances sont plus les mêmes et on sait que maintenant, les connaissances sont en constante évolution. Il n'y a rien de statique. Et aussi, j'ai aussi vu ce texte-là qui est vraiment intéressant. C'est Rethinking Higher Education in Africa. Et l'auteur aussi mentionne dans la même ligne de pensée que notre rôle, c'est to equip our youth with the skill, knowledge and mindset they need to solve complex systematic problems. On le voit avec les problèmes de la pauvreté, avec ce qu'on voit avec healthcare, qui est le manque d'équitabilité. Ce n'est pas équitable. On a aussi le problème de l'environnement. Donc, nos étudiants font face à des problèmes vraiment sérieux et les habiletés qu'ils ont besoin, ils ont besoin de résoudre des problèmes, d'être capables de travailler en collaboration. On le voit très, très bien avec tout le développement des vaccins. La rapidité, c'est grâce à cette collaboration-là. Ils ont besoin d'être capables de communiquer ensemble, puis aussi ils doivent être capables d'être créatifs. On va revenir sur le concept de créativité qui est au cœur même des habiletés qui va être nécessaire pour vivre dans ce nouveau contexte. Donc, une autre chose qui nous permet, pourquoi changer? Bien, parce que maintenant, on a les connaissances au niveau du cerveau. C'est-à-dire que la recherche dans le domaine des sciences cognitives et neurosciences nous permet de mieux comprendre comment le cerveau fonctionne et comment on apprend. Et ceci va nous guider va mieux guider notre enseignement puis l'apprentissage. Donc, on comprend mieux l'apprentissage. Donc, encore une fois, c'est que parce qu'on a de la nouvelle information, on a des nouveaux guides, on a des nouveaux outils pour vraiment mieux nous guider. Donc, on comprend pourquoi on va changer de paradigme, que ce sera plus simplement une connaissance, comme j'ai dit, statique. Et on sait que la connaissance statique, maintenant avec les outils technologiques, on peut aller chercher facilement toute cette information-là, mais c'est comment la négocier, comment la co-construire ensemble qui va être important. Puis on sait très bien avec toutes les fausses nouvelles aussi, c'est ça, comment être critique par cette connaissance-là. Et donc, et aussi, on a, comme je dis, avec les stratégies pédagogiques, on a une meilleure compréhension du rôle de l'engagement actif dans le processus de l'apprentissage de la part de l'enseignement. Le rôle de la curiosité et de l'enquête. Et je ne fais pas de publicité pour ce livre-là. J'aurai aucun argent qui va venir de ma part, là. Mais j'ai écouté, j'ai pas lu le livre, j'ai eu l'opportunité d'entendre un podcast à ce sujet-là. Et c'est un professeur aux États-Unis en engineering, mathématiques. Il parle vraiment de pourquoi qu'on change. Et puis, certains des éléments qu'il mentionne ici, c'est ça. Notre curiosité, on est des êtres curieux. Et si on permet la curiosité, si on permet l'enquête, c'est là qu'on va vraiment être capable de développer des nouveaux savoirs. Et il parle aussi, c'est ça, encore une fois, du dialogue, de l'importance du dialogue, l'interaction sociale. C'est pour ça que je remercie l'équipe qui a organisé, qui a une bonne partie de dialogue après que moi, j'ai parlé pendant 20-25 minutes ici. Le rôle est crucial pour mieux comprendre les connaissances. Le rôle de sentiment de contrôle. Donc, si on est en charge, on va prendre responsabilité et c'est là l'autonomie aussi.
Donc, l'autonomie, c'est pas d'être assis seul, de regarder une vidéo. L'autonomie, c'est le sens de contrôle. Et ce sens de contrôle-là nous permet d'avoir aussi cette motivation-là, puis d'être engagé vers notre apprentissage. On va aussi regarder au rôle du jeu. Il y a un aspect très affectif. Toute la recherche concernant les jeux le démontre bien. Donc, une des raisons pourquoi que les personnes qui jouent, pas seulement les étudiants, il y a un aspect affectif qui va les chercher, puis ils ont aussi le sens de contrôle et c'est une des raisons qui leur permettent d'être si engagés. Et je reviens sur le rôle de la créativité, qu'on sait que c'est une nécessité maintenant et encore plus une nécessité dans un monde du COVID à l'ère du numérique. Donc, on vient de parler du comment, maintenant quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, ça va être au niveau de nos stratégies d'enseignement. Donc, parce que on connaît mieux le cerveau, on va être capable d'utiliser des stratégies qui rejoignent mieux les besoins de nos étudiants, les engagent mieux. Et donc, il y a un cadre qui, en anglais, c'est Universal Design for Learning. Et il y a un lien aussi dans le chat pour, si vous voulez, dans le tableau à la page 12, il y a une version anglaise aussi qui va vous permettre de suivre la deuxième partie de cette présentation. Donc, ce cadre-là, il est vraiment informé par toute la recherche sur le cerveau, encore une fois, le progrès des neurosciences, et qui nous permettent vraiment de réfléchir, d'adapter de nouvelles stratégies. Et c'est pas moi, juste ce matin ou dans les derniers jours, qui a décidé, peut-être que je devrais parler de la connaissance universelle, de la conception universelle de l'apprentissage pour le changement au niveau de l'enseignement supérieur. On voit dans cette présentation-là, par l'auteur à l'université de Johns Hopkins University, c'est toute une réflexion qui se passe présentement parce que c'est vraiment l'outil qui va guider notre changement de pratique. On parle de l'apprenant comme expert. Il sait qu'est-ce qu'il sait, il sait ce qu'il ne sait pas non plus. Et puis, understand how they learn. L'apprenant comprend comment il apprend, quelles sont les meilleures façons de l'engager, de le motiver aussi. Donc, encore une fois, pour ceux qui fonctionnent avec la langue anglaise, vous avez le lien pour ce tableau-là en anglais. Donc, je ne vais pas passer à travers tout le tableau. OK, et là, je ne vais pas passer à travers tout le tableau, mais il y a 3 grands principes qui vont nous guider. Donc, en fait, les 3 principes, c'est premièrement, le principe A, c'est d'offrir plusieurs moyens de représentation. Donc, comment on va représenter? Donc, on a tendance, les modes traditionnels, vraiment l'oralité si on est en avant, et par la suite, on donne ce qu'on dit, les worksheets, les feuilles de papier ou les feuilles numériques aussi, ou les textes numériques. Donc, on va voir dans quelques instants qu'il y a d'autres possibilités de présenter l'information. Et aussi, il y a tout l'aspect d'être inclusif, parce que c'est pas tous les cerveaux fonctionnent de la même façon. Donc, c'est extrêmement important de donner différentes possibilités, mais différents choix aussi. Le deuxième principe qui est extrêmement important, c'est offrir plusieurs moyens d'action et d'expression. Et c'est là qu'on va parler d'évaluation. Comment les étudiants peuvent démontrer leur compréhension, leur connaissance. Et puis, le troisième principe, c'est offrir plusieurs moyens d'engagement. Comment on peut engager nos élèves? Donc, c'est certain que s'ils sont assis, ils sont placés, ils ne seront pas engagés ou très peu engagés. Et on comprend maintenant, avec les nouvelles connaissances sur le cerveau, l'importance d'engager nos étudiants dans leur processus d'apprentissage.
Donc, j'ai mis un lien ici et peut-être que Jovan pourrait le copier aussi. C'est une vidéo qui a été faite, une présentation sur les différents types de représentation. Il prend la métaphore de GPS. Et donc, le GPS, il y a la voix, il y a l'image, il y a la carte, il y a le texte. Donc, il y a différentes façons de présenter l'information. Et une des raisons, c'est parce qu'il y a différents drivers, il y a différents conducteurs, puis certains, c'est plus avec la direction orale, d'autres, c'est plus en voyant la carte qui vont être capables de fonctionner. On a, grâce à la nouvelle technologie, puis là, je parle toujours en ligne, on a des différentes façons de présenter aussi. Ça peut être à travers des simulations, des textes, certaines vidéos. C'est pas que je condamne les vidéos, il y a des vidéos formidables qui vraiment démontrent très, très bien, par exemple, un phénomène en biologie. Là, j'ai mis celui du COVID. Donc, il y a des différentes possibilités pour présenter notre contenu. L'aspect qui est extrêmement important, puis je reviens sur les différents moyens de présenter l'information, mais pas simplement ça. Comment on sait que les étudiants ont compris? Et c'est là, c'est le fameux assessment, évaluation. Donc, et ce que je vois présentement, ce qui m'attriste, c'est que on met beaucoup d'argent présentement pour les tests en ligne, pour les surveillances. ExamLock est un exemple où est-ce qu'il y a la caméra, c'est de la surveillance. Et c'est énorme comme coût, mais c'est aussi, on est toujours dans le même paradigme. Tandis qu'on a des belles possibilités, puis belles possibilités d'engager nos étudiants dans différentes façons de présenter leurs connaissances, et ceci avec des différents outils de technologie. On peut très bien, comme je mentionnais, faire un podcast, faire un vidéo, un montage multimédia, des graphiques. On peut utiliser des simulations aussi. Je travaille sur un projet avec un groupe de recherche pour l'anatomie. Donc, ça va être comme un genre de simulation, un jeu, et ça va être leur pratique à l'examen, puis aussi leur examen. Donc, on voit qu'on va essayer de s'éloigner des modes traditionnels, des tests aussi, qui ne sont pas inclusifs. Il faut dire aussi, lorsqu'on parle de changement, qu'on est très conscient du concept d'inclusivité, de rejoindre les différents étudiants, leurs besoins aussi, qui sont différents, qui sont variés. J'accélère un petit peu. Et donc, et d'autres façons aussi d'être engagé, comme on dit, on va parler ensemble, on va dialoguer, qui est extrêmement important. Il faut que ce soit tangible pour eux. Il faut qu'ils voient un lien avec un lien affectif, émotionnel, une réalité. On voit beaucoup des étudiants présentement qui s'engagent dans des projets qui font appel à des enjeux sociétaux. Ben, ils sont engagés parce que ça va les rejoindre d'une manière affective, mais aussi, donc c'est vraiment authentique. Et l'authenticité pour l'apprenant est essentielle. Et donc, il y a aussi, encore une fois, je me répète, mais différentes simulations et jeux. Et je vais juste rapidement mentionner un des jeux qui est une simulation qui a été utilisée dans un cours de hybride, mais celui-ci peut se faire facilement complètement en ligne. C'est dans un cours de psychologie. À la fin, au lieu d'avoir l'examen de psychologie et tout ça, c'est un jeu, c'est le virtual child, où est-ce que en groupe, ils sont comme des parents et ils doivent prendre des décisions concernant leur enfant, et l'enfant grandit tout au long de l'application. Et ce qui fait qu'ils doivent mettre les théories en place, ils doivent faire référence à leurs connaissances, toutes les théories, les contenus qu'ils ont appris. Et on a une belle référence ici de la part de l'étudiant. Et j'ai 2 petites minutes, Aline, tu me permets? Donc,
Et puis, j'ai aussi le témoignage d'un prof en physique qui dit qu'il est lui-même en transformation aussi, qui continue, mais il a vu l'opportunité, il a mis en gros l'opportunité de changer, il voulait toujours changer. Et ce qu'il a fait, où est-ce qu'il en est présentement, c'est beaucoup de choix à ses étudiants. Donc, selon leur intérêt, leur façon d'apprendre, il leur donne beaucoup de choix. Et puis, je termine avec les défis que nous avons. Et les défis, c'est ça, c'est que notre rôle, notre statut, parce qu'on on est les experts, on est les savants, donc on prend, c'est difficile de se faire changer de statut. Et puis, le développement des stratégies pour, comme on a vu, comment on fait ça, on a besoin d'appui. Le manque de connaissances, de compétences numériques, c'était un défi pour beaucoup. Le manque de structure, d'appui technologique, d'appui pédagogique aussi en réduction budgétaire. Je l'ai vu présentement et beaucoup d'universités aussi. Le manque de temps, et je vais les mettre ensemble, le manque de temps, le manque de valorisation de l'innovation pédagogique, la prise de risque et l'impact sur l'évaluation annuelle et promotion. Tout ça va ensemble parce que les profs vont dire pourquoi je mettrais du temps à vraiment monter un bon cours, parce qu'en fait, c'est pas là qu'on ne valorise pas ceci dans l'évaluation annuelle. Puis la prise de risque, si je sais quelque chose, ça ne fonctionne pas, ça va avoir un impact sur l'évaluation. Les élèves vont vraiment me donner une mauvaise évaluation et ça peut avoir un impact sur ma promotion, même sur ma carrière entière. Donc, c'est quand même très gros. Il y a toutes sortes de réflexions-là. Donc, je m'arrête ici et puis j'ouvre la porte au dialogue, à la négociation, à toutes les questions. Merci. Merci beaucoup, Martine, de ces remarques importantes. Et effectivement, nous avons maintenant 20 minutes pour dialoguer avec Martine. If you have some question in English, go ahead, ask them in English, and Martine can answer back in English. If you have your question in French, go ahead in French, as you know how we function at the University of Ottawa. Je vous en prie, il y a déjà pas mal de remarques dans le chat, mais n'hésitez pas donc à utiliser votre micro aussi pour poser vos questions. Est-ce qu'on a donc un premier ou une première volontaire pour poser une question? Alors, en fait, merci pour cette brillante présentation. Et ce que vous dites est tellement vrai. Qu'en vous écoutant, j'ai eu l'impression de faire le lien avec un livre de Edgar Morin sur gérer la complexité. Oui. Et dans certains chapitres, il parlait un peu de la quantité de connaissances que l'humanité est en train de créer maintenant. Et il disait en fait que le plus grand défi serait de synthétiser et de mettre en relation. Et ça vient vraiment alimenter ce que vous avez dit ce matin. Il y a un gros défi, c'est beaucoup de ressources qu'il faudrait mettre en place, mais ça semble bien intéressant d'aller dans ce sens. C'était ma contribution. Merci encore. Merci bien. Et j'aime le thème. En fait, c'est très complexe. Et avec la venue du COVID aussi, toute cette réflexion-là de la connaissance, on sait très bien juste la connaissance sur comment développer, par exemple, des vaccins dans l'espace de 6 mois. C'est incroyable. On ne pourra jamais mettre, ça deviendrait jamais statique. On ne peut pas penser que cette connaissance-là va être statique. Elle est en constante évolution. C'est organique. C'est complexe, mais c'est aussi organique. Merci beaucoup. Alors ensuite, est-ce que quelqu'un d'autre veut lancer une question? If somebody else wants to launch a question. Again, we have a lot of remarks on the chat. First of all, a lot of thank you for you, Martine. Donc, c'est très bien. Je vois par exemple une personne qui nous parle donc de l'utilisation de Minecraft pour les mathématiques, les études sociales. Je ne sais pas, Jenny, if you want to, si tu veux aussi contribuer à la discussion.
Bonjour Aline, bonjour tout le monde. Donc moi je suis pas chercheur, je suis vraiment une praticienne là, surintendante de l'éducation. Donc c'est au niveau des écoles élémentaires et secondaires dans la région d'Ottawa. Donc nous c'est au niveau de la pratique. Donc tout ce que tu mentionnais tout le temps, toujours tantôt Martine, concernant l'esprit critique, l'esprit de collaboration. Nous on le travaille depuis déjà plusieurs années avec nos élèves, puis par l'entremise des compétences du 21e siècle, nous, on n'attendait pas la pandémie pour se mettre en marche avec le développement de ces compétences-là. Donc, pour nous, la transition a été quand même relativement simple. Donc, on a également, on utilisait Minecraft dans les classes en présentiel pour développer les compétences du curriculum de mathématiques, études sociales, notamment, par exemple, en études sociales, les civilisations anciennes, comment, au lieu de bâtir tes châteaux avec une maquette, ben, tu utilisais Minecraft. Donc, l'outil Minecraft, c'était simplement de trouver une façon innovatrice d'utiliser la technologie pour accélérer, amplifier, engager davantage l'intérêt des élèves, mais on ne s'éloignait pas quand même d'une intention pédagogique qui était quand même très clairement articulée. Et puis, quand est arrivée la pandémie et qu'on est allé en mode virtuel, à distance, en ligne, c'est qu'il y avait plusieurs membres du personnel enseignant qui savaient déjà comment utiliser ces outils-là. Donc, on a même fait une recherche par l'entremise d'un financement au niveau de la province, au niveau du ministère de l'Éducation. Puis, on a démontré que les élèves, non seulement ils réussissaient au niveau de leur niveau de rendement, mais ce qu'on regardait, c'était vraiment le niveau d'engagement de l'élève. Donc, Minecraft a été pour nous un outil, entre autres, il y en a d'autres. On utilise même des programmes comme Scratch Junior ou Scratch pour faire de la programmation avec les tout petits. C'est vraiment le langage logique de commande qu'on donne. Puis on a intégré ça dans des contextes de mathématiques, des contextes d'écriture en français aussi. Donc pour nous, ça a été comme une transition. C'est pas facile, là, la gestion de la crise, puis tout le va-et-vient, les écoles sont ouvertes, sont fermées, mais tout ce qu'on avait préparé puis qu'on avait bien compris au niveau du développement des compétences du 21e siècle, puis des outils qu'on a voulu mettre en place pour justement engager les élèves puis avoir à leur réussite et leur bien-être. Pour nous, ça a été très fluide. Je vous dirais que ce qu'on a appris à travers tout ça, puis ça revient à certains contenus que tu vas présenter, Martine, c'est vraiment le bien-être de l'apprenant ou de l'apprenante. C'est comment est-ce que c'est rendu notre priorité maintenant, même qu'on est dans une nouvelle planification stratégique pour 2021, puis le bien-être revient comme étant la plus grande priorité de l'apprenant et de l'apprenante. Donc, c'est ce que j'ai à dire, Aline, par rapport à Minecraft. Comme vous pouvez voir, ça m'intéresse et ça me passionne beaucoup. Merci beaucoup, Eugénie. Martine, est-ce que tu veux répondre? Sinon, j'ai 3 autres personnes aussi. Oui, brièvement, parce que je pense, en fait, j'ai travaillé avec des enseignants parce que je fais de la recherche aussi avec des enseignants. J'ai un petit article sur ça, mais c'est un très bon exemple que tu as donné parce que Minecraft, c'est ça. Tu as dit quelque chose qui est extrêmement important, c'est l'engagement. Et on revient, et ces outils-là peuvent très bien être utilisés au niveau de l'université. Donc, il y a plein de jeux. Et mes collègues en sciences, mon très bon collègue en mathématiques me dit bien, Martine, tout change. Et puis, c'est ça, c'est d'utiliser des outils. Le jeu a été mis de côté, mais le jeu est extrêmement important au niveau de l'engagement, au niveau voyons, affectif, puis il y a le lien, puis toutes les compétences qu'on peut rejoindre à travers ces applications-là. Tu as mentionné quelque chose qui est extrêmement important, le bien-être. Et donc, quand on pense au changement de pratique aussi, lorsqu'on va rejoindre, on veut être inclusif, le choix, tout ça, c'est que là, le bien-être est au cœur de tout ce qu'on fait en enseignement. Donc, si l'étudiant ne se sent pas bien, s'il se sent surchargé, il ne voit pas le lien, il ne voit pas la fin, donc on va le perdre. Et présentement, la santé mentale, le bien-être est vraiment une
préoccupation. Merci beaucoup. Merci Martine. Alors, on a Marie-Josée Goulet, ensuite il y aura Rashmi et ensuite Catherine. Marie-Josée, je t'en prie. Oui, bonjour Martine, Madame Pellerin. Merci beaucoup pour la super conférence. C'était très intéressant. Est-ce que vous me voyez bien? Oui, je vous vois. Super, merci. super. Alors, moi, je suis professeure en sciences de l'éducation à l'Université du Québec en Outaouais. Donc, c'est juste de l'autre côté de la rivière, là, pour ceux qui habitent à Ottawa. Ça fait longtemps qu'on s'est vus, hein, parce qu'il y a une pandémie maintenant. Oui, moi, je me questionnais par rapport à toute la question du changement de paradigme, mais à ce que ça implique aussi dans l'imaginaire collectif, là, dans la communauté universitaire, dans les politiques, que ça concerne l'évaluation des profs. Parce que vous avez dit vous-même, Martine, que parfois les professeurs font des choix de ne pas développer certains projets parce qu'ils se disent, qu'est-ce que ça donne? Ça ne comptera même pas, je le mets en guillemets là, parce que ce n'est pas ce que je pense, mais que ça ne compterait pas. Puis ceux qui vont décider de mettre beaucoup de temps à faire des changements importants, ils vont se sentir peut-être un peu pénalisés parce qu'ils vont mettre moins de temps dans la recherche ou dans d'autres choses. Je me dis, à un moment donné, on ne devrait pas s'affranchir de ça, là, puis se rebeller contre cette espèce de mentalité archaïque-là. Est-ce qu'on ne devrait pas se mobiliser, là, les profs, puis dire, écoutez, là, tu sais, je ne peux pas tout faire en même temps. Fait que si vous voulez que je change mon paradigme, puis que j'accompagne les étudiants là-dedans, puis que je développe des affaires le fun sur Internet, il va falloir que vous me donniez du temps. Puis ce temps-là, je ne pourrais pas le mettre ailleurs. Qu'est-ce que vous pensez de ma petite montée de lait là, ce matin? Je pense que c'est une très bonne. Et puis, en fait, le changement, c'est vraiment tout un écosystème. Puis, j'apprécie beaucoup votre intervention, Marie-Josée, parce qu'on ne peut pas, c'est ça, essayer de changer. C'est comme un casse-tête. On ne peut pas seulement essayer de changer un morceau puis de ne pas changer les autres morceaux. Il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience à tous les niveaux. Donc, on sait, puis c'est pour ça que j'ai marqué la question budgétaire, parce que souvent, on la prend comme béquille, comme une manière de nous ralentir. Mais en fait, il faut que c'est toute l'université, c'est tous les niveaux administratifs, de toutes les hiérarchies qui doivent être. On a parlé, Aline et moi, on a assisté à plusieurs conférences internationales et cette réflexion-là, elle doit être à tous les niveaux. Et en fait, au niveau à la hiérarchie supérieure, doit être une prise de conscience parce que, comme tu as très, très bien dit, on ne peut pas demander du changement au bas si à la tête, on n'a pas changé. Donc, on parle d'un écosystème, un écosystème, tout change. Tous les roues se mettent en marche, tous les roues vont aussi aller dans la même direction dans ce sens-là. Donc, c'est une... oui, il faut... J'ai travaillé avec un comité sur Research Impact et dans Research Impact, c'est vraiment en termes de comment on perçoit tout le travail qui est fait, donc l'évaluation en termes d'enseignement, en termes de recherche, puis en termes de services. Puis comme tu as dit, on est encore dans des modes très, très archaïques. Et puis, et ce que j'ai présenté tantôt, un de mes collègues en sciences, c'est un très grand chercheur. Il a pris la décision que pour lui, c'était important. Il peut peut-être se permettre plus parce que, comme je dis, il est plus avancé, il est professeur titulaire, mais c'est beaucoup plus difficile pour les nouveaux professeurs. Puis encore là, c'est pas. Donc, je pense que c'est ce qu'on disait dans ce Research Impact-là, cette réflexion-là au niveau de l'évaluation. Comme on nous demande de repenser l'évaluation pour nos étudiants, il faut qu'on repense l'évaluation pour l'université. C'est essentiel, c'est essentiel. Merci beaucoup. Je crois que beaucoup de personnes seront tout à fait d'accord avec ta conclusion ici. Alors, Rashmi, I know that you have a question. Go ahead. Bonjour Aline, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour la présentation. Je pense que c'était vraiment quelque chose qui nous a forcé de revisiter comment on donne des cours et si on a vraiment changé des cours donnés en personne quand on a changé en ligne. Ma question, c'est, j'enseigne la chimie, première année, et une des choses que j'ai essayé de faire, c'est de diviser des étudiants, les groupes, en utilisant sur Zoom. J'ai essayé de faire des groupes plus petits, comme ça, 3 à 4 étudiants au maximum, pour leur donner comme
moins de difficultés à parler un à l'autre. Je comprends que si on a plus que 3 ou 4 étudiants, il y en a la moitié qui vont rester tranquilles, qui ne vont pas participer. Comme ça, pour leur, je ne peux pas utiliser le mot forcer, mais pour leur encourager à participer, j'en ai fait des petits groupes de 3 à 4 personnes. Je divisais la classe. Je leur ai donné comme 15-20 minutes pour travailler sur des problèmes en chimie. Et ce que moi, j'ai fait pendant ce temps, j'ai visité les breakout rooms pour voir comment ça fonctionne. Puis, j'en ai trouvé quelques breakout rooms qui ont super bien fonctionné. Tout le monde a été engagé, ils se parlent. Mais il y en a d'autres. Les 4 étudiants ont les caméras fermées, tout le monde est sur mute. Ils ne parlent pas, ils ne se voient pas, ils ne discutaient pas. Puis, quand je suis rentrée dans le breakout room, j'ai demandé pourquoi vous n'avez pas allumé les caméras, vous ne savez pas. Puis, ils se disent, oh, on a pensé qu'il faut travailler indépendamment. Comme ça, ma question à vous, c'est comment est-ce qu'on peut motiver les étudiants à participer, à leur faire comprendre que c'est pour eux autres, que partager l'information, de parler l'un à l'autre, ça leur donne des connexions, ça leur donne l'opportunité sans, comme pénalité, sans peur de faire des erreurs et de trouver comment on peut améliorer notre connaissance, comment on peut mieux comprendre, comment est-ce qu'on peut motiver les étudiants, parce que j'en ai de la misère avec ça. OK. Première, merci beaucoup pour votre question, puis merci pour votre partage, puis votre honnêteté. Vous avez même pris un risque en partageant ceci, et on parle de ça, cette prise de risque-là. Et c'est la même chose auprès des étudiants. On revient au concept de affectif. Donc, c'est pas tout le monde. Premièrement, on a créé des études. On les a créés. On a créé ce système-là. On a créé le fait que, bon, un bon étudiant, c'est quelqu'un qui prend des notes, puis qui écoute bien, puis même la façon que tout ce contrôle-là, lever la main, OK, seulement, ben, il y a aussi l'aspect culturel, l'aspect qu'on gère, la gestion de classe aussi. Mais donc, pour revenir, c'est que il y a aussi l'importance, premièrement, de leur expliquer pourquoi. Parce que souvent, ils ne comprennent pas. Souvent, ils n'ont pas eu l'expérience. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Et pour eux aussi, c'est la prise de risque. Puis, il faut les rassurer parce que vous avez bien mentionné ça, ils ont peur. Ben, quand on a peur, c'est qu'on a besoin d'être rassuré parce que si personne ne nous rassure pas, on va rester avec notre peur. Donc, c'est de rassurer, d'expliquer pourquoi on va fonctionner de cette manière-là, quels sont les avantages. Puis, c'est aussi, on parle de modeler par les pairs. Donc, on va prendre d'abord, on va utiliser des étudiants qui sont beaucoup plus confortables, les étudiants qui aiment parler beaucoup, puis on va montrer, on va commencer avec eux. Et puis aussi, c'est de faire des groupes, de prendre des personnes qui sont confortables et d'être vraiment des facilitateurs dans ces groupes-là aussi. Donc, il faut, puis vous l'avez très bien fait, on ne sait pas de les condamner, mais c'est notre rôle de les appuyer. Et comment on fait ça encore? C'est comme j'ai dit, de les rassurer, de leur expliquer pourquoi. Puis, je pense, une première intervention, on a parlé des habiletés qu'ils doivent avoir. Puis ça, c'est quelque chose, c'est très important de leur dire, bon, ben, écoutez, c'est le monde du travail, si on prend avec, je prends le lien avec les vaccins, dans l'histoire de l'humanité, c'est une des plus belles collaborations. Parce que ça, la collaboration, il faut absolument qu'on travaille ensemble. Puis, le produit de la collaboration, ben là, c'est que les vaccins, le développement des vaccins, le partage des données, tout ça, a fait que les vaccins sont beaucoup plus avancés. Et donc, ce sont certaines des stratégies que je peux vous suggérer. Mais encore une fois, merci d'avoir pris le risque de partager ceci. Et c'est là, vous le modelez aussi. Ça, c'est extrêmement important. C'est comme avec la technologie, il ne faut pas avoir peur de dire que moi, là, ça, je ne suis pas vraiment familière avec ça. Puis c'est correct, on n'est plus juste les experts, les savants, on est des humains. Merci beaucoup, Martine. Alors, une autre question. Catherine, you have a question.
Non, là, vous m'entendez. Oui. Je pose ma question en anglais, Aline, ou en français? Yeah, of course. I mean, as you wish, it's bilingual. Bon, là, je suis complètement perdue. Alors, je vais le dire en français, juste. Martine, je voulais vraiment vous remercier pour une conférence absolument inspirante. Et puis aussi à Aline et toute son équipe, le SAEA, c'est absolument formidable. Ma question fait suite à celle de Rashmi. Parce que un peu comme elle, j'ai cette difficulté avec les breakout rooms. Et d'ailleurs, je ne sais même pas comment on dit breakout rooms en français. Mais bon, on se comprend. Alors, ça a toujours à voir avec l'engagement étudiant. Et j'ai bien pris des notes, tout ça. Mais là, je ressens chez mes étudiants... et j'ai la chance d'enseigner à des petits groupes et j'enseigne le français. Donc déjà là, c'est assez... bon, il y a beaucoup d'interactions, mais les étudiants sont fatigués. Et il y a une grosse fatigue technologique et l'engagement étudiant, d'ailleurs, n'est plus ce qu'il était à la session automne où on était tous dans un état de fébrilité. Là, on est en février, ça dure. Et je fais tout ce que je vous dites, hein, des variétés d'évaluation, tout ça. Je suis une bonne étudiante. Mais ma question est, Martine, comment contrer cette fatigue technologique qu'on ressent tous d'ailleurs, mais comment peut-on, je ne sais pas, voilà, je vous demande, voilà, peut-être vous n'avez pas la réponse, mais peut-être que oui. Alors voilà. Je n'ai sûrement pas la réponse, mais quand même, je voudrais apporter une réflexion et je pense que Catherine, comme vous l'avez dit, ça revient sur les derniers propos tantôt. Il faut être, en anglais, very mindful, vraiment conscient présentement. Et c'est pour ça que quand on n'est pas juste transmetteur ou transmetteur, on devient conscient. Et présentement, qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est un contenu qu'on va donner aux étudiants ou c'est le bien-être? C'est la santé mentale de nos étudiants. Donc, il y a des moments où, au lieu de présenter le contenu, j'ai des collègues qui ont arrêté complètement, puis ont dit, let's talk about what is hard for you. Et c'est à partir de l'écoute aussi de l'autre, parce qu'en fait, encore une fois, je reviens au modèle traditionnel, qui est une transmission, il n'y a pas une écoute de l'apprenant, mais l'apprenant, là, ce n'est pas un petit robot qu'on a devant nous, là, c'est un être humain. Et on vit des situations précédentes, on vit des situations incroyables, douloureuses, on a des pertes, c'est énorme ce qu'on vit présentement. Et puis à ce moment-là, même avec que ce soit à l'université ou dans les salles de classe, on essaie on dit, c'est pas grave, là, on va mettre les cours en ligne, puis on va rentrer le contenu, puis ça va rentrer. Ça va pas rentrer. Ça va pas rentrer parce que quand on regarde à comment l'apprenant apprend, comment le cerveau fonctionne, présentement, le cerveau, là, tout l'aspect émotionnel, il y a un blocage. Il y a un blocage, c'est trop. Même si on force ça dans le tuyau, comme on dit là, il y a un blocage. Et je pense qu'il faut prendre un recul, il faut prendre du temps pour en parler. Et ce n'est pas une perte de temps. Et je reviens à ce que, je me souviens plus, la personne juste avant aussi qui a mentionné, il faut changer, on parlait de changer tout le système. On est dans un mode où est-ce que faut vraiment dire une minute là, on n'a pas besoin de couvrir tout le curriculum, on est pris avec des curriculums, ça c'est une autre chose, puis avec des contenus, il faut s'assurer qu'on a présenté tous ces contenus-là, parce que si on n'a pas présenté ça, ça va être on pense que le monde va s'arrêter, ce n'est pas vrai. Donc, mais le monde va s'arrêter si les gens ne sont plus capables de vivre, que la santé mentale n'est plus là. Donc, c'est ma réflexion. C'est pas tout, mais c'est là où est-ce que j'en suis moi-même comme réflexion, qu'on arrête de penser qu'il faut continuer à pousser de la même manière parce qu'on n'est pas dans un même contexte. Mais merci pour cette excellente réflexion, Catherine.
Merci Martine, et je vois dans le chat, on parle justement de cette notion de mieux-être, de bien-être, et une des thématiques justement de ce symposium, on parle donc de plus en plus maintenant de pedagogies of care, les pédagogies bienveillantes. Et donc Martine, quand tu dis l'important à un moment donné, c'est de pouvoir s'arrêter quelquefois et simplement parler à l'étudiant, lui demander comment vas-tu, et donc montrer qu'on a une pédagogie of care qui ensuite permet justement de faire redémarrer cette machine de motivation et donc de continuer l'apprentissage, mais s'assurer donc que nos étudiants sachent qu'ils sont dans un environnement bienveillant, dans un environnement où on peut prendre des risques, où on peut faire des erreurs, mais un environnement où on fait attention aux uns et aux autres. Ces pédagogies of care, je crois que c'est de plus en plus important. Alors, il y a donc, encore une fois, il y a tellement de commentaires et d'échanges dans cette chat, c'est vraiment magnifique. Eugénie nous dit aussi savoir sortir de sa zone de confort, s'éloigner de ce que nous avions planifié, transmettre pour, comme tu le dis Martine, à un moment donné, s'arrêter et faire attention à l'autre et qui après refait démarrer justement, encore une fois, cette dynamique. Est-ce que, je ne vois pas d'autres mains levées, mais est-ce que quelqu'un veut intervenir? Il nous reste peut-être justement une dernière question. Est-ce que quelqu'un veut poser cette dernière question? Je vous en prie, prenez la parole. Go ahead. OK, je vois une main levée. Dr. Alia Dakrouri. Oui, bien sûr, allez-y. Oui, merci beaucoup, Martine, pour la présentation. Je m'excuse pour mon caméra. Je suis professeure à l'Université Saint-Paul et j'ai une question. J'ai l'écrit dans le chat, mais je peux peut-être le répéter une autre fois. And I hope it's okay to pose a question in English given the time. So I do appreciate the idea of, having more interactive games and so on. And I teach media and, journalism and so on. So, and I have tried that in my courses to have, word search, to have crosswords, to have other activities that I even subscribe to, different websites for students so they can engage. And the problem is students are so reluctant to use these new tools and especially games. I don't know if this is the mentality of students of changing the conventional way of teaching, of having lecture notes. I need to be secure and having lecture notes. And I'm not saying that these activities are summative. They are most of the time formative. So they are geared toward replacing the time of teaching in class to have the students engaged, to have a peer collaboration and so on. So I don't know, what do you think about that? The conventional modes of teaching, of having lectures or videos, which are, I would say, the easiest way of teaching, to post these for students on Brightspace versus having prepared other activities that are more reluctantly used among students and peers. So if you can address that, that would be great. Thank you so much. Well, thank you very much for the question. We talk about a paradigm change for the instructor, for the professor, but also for some of the learner, because we created a culture of learner, and they are expecting a certain way we're going to teach them. And just like the other person said before you, so they expect, but they have a fear. So they know that if they take the note, they memorize the note, the night before the exam, they can do the exam and they will pass the exam and they will forget. But so they are reassured this, but again, there's an amount of work that we need to help students also to change paradigm, especially with, I would say, older, more mature
learner. So they sometimes, like we have students, for example, at the Faculté Saint-Jean who are coming back in, for example, in education, but they already have a PhD degree. So they've been successful with the former model. But again, it's back to this question, the question that we talk about it is the world is changing, and what are you going to need to be able to function in this world? Make them aware of this. And this is something that is extremely important, and reassure them. And it's back to what we were saying, the whole ecosystem, that again, like they need to change, we need to change, but also they need to change our learner. They need to be engaged for the reason what we have said before. So the change is not taking place just among the instructor, the professor, but we have to create also a new culture of students, and they understand why they have to change. Like that was at the beginning of my presentation. What is expected when they come out of the university, they will need those skills. They won't need so much of that content because they will be able to go get it online if they need it, okay? But they will need to be critical about the content they're going to read and that will be presented. So it's very important. There's also a lot of work to be done in terms of changing the culture of the student also. Thank you, Martine. Merci, Martine. Ce focus sur les compétences, le développement de ces compétences transversales qui a toujours été important et d'autant plus important, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je lis un commentaire dans le chat, un commentaire intéressant. On parle donc de l'engagement des étudiants, des caméras à allumer, etc. Mais on a aussi une autre approche. Je vois que Marie-Josée nous dit « J'ai pris l'approche contraire ». C'est-à-dire que je dis à mes étudiants, là, c'est le temps de fermer vos caméras. De cette manière, ils l'ouvrent plus facilement durant les moments de discussion, les salles virtuelles, etc. Donc, il y a cette notion de rythme, des rythmes où c'est la réflexion plutôt, une réflexion individuelle, donc les caméras fermées. Et puis, là maintenant, c'est l'interaction, réflexion en groupe, caméra ouverte. C'est intéressant, je trouve, cette notion de rythme, d'ouverture, fermeture des caméras. Merci Marie-Josée pour partager ceci. On arrive à la fin de cette session. Je ne sais pas, alors, que je vous dise tout de suite, on arrive à la fin de cette session, mais pour ceux qui veulent continuer à discuter avec Martine, nous allons laisser ouvert cette session. Martine reste avec nous et vous pouvez continuer la conversation pendant 15 minutes, 20 minutes. Pour d'autres, vous pourrez aller sur le lounge, je ne sais plus comment on l'appelle, le Conversation Lounge, si vous voulez entre vous continuer les discussions entre vous. Donc, vous avez plusieurs possibilités de continuer le dialogue. Mais avant de clore vraiment la session, est-ce que Martine, tu veux nous donner un mot de la fin, une réflexion qui t'est venue après donc, ces interactions? Bien, premièrement, merci à tous et à toutes d'avoir participé. Et je dis participer parce que c'est pas la première partie, c'est vraiment toute cette réflexion-là, ce dialogue-là, cette co-construction-là. Et donc, le fait que vous le vivez, vous voyez l'importance, le fait que vous avez posé vos questions, le fait que vous avez mis des commentaires dans le chat démontre que c'est exactement ça, c'est qu'il faut être engagé dans notre apprentissage. Puis je pense que ce que je retiens beaucoup aussi, et je trouve que c'est tellement pertinent, c'est le bien-être, c'est cette santé mentale-là qu'il faut vraiment prendre soin, puis d'être très attentif. Et puis, en ce moment ici, mais aussi après la COVID. Et puis, donc, parce que si on ne prend pas soin de l'être, l'être ne pourra pas apprendre. Et donc, ça, c'est extrêmement important. Et même la dernière réflexion avec fermer la caméra pour des moments, il y a toute la question de choix aussi. Et c'est l'aspect émotionnel, affectif qu'on a mis trop souvent de côté parce qu'on parle de contenu. Et donc, apprendre, ben, c'est d'abord, c'est humain. Et donc, humain, on a
toutes sortes de facettes. Et la facette affective extrêmement importante, c'est celle qui guide aussi notre apprentissage. Donc, encore une fois, sur ceci, un gros merci pour tous vos questions, vos commentaires, votre réflexion. Et moi-même, je grandis grâce à vous. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Martine. Donc, comme je l'ai dit, ceux qui veulent continuer le dialogue avec Martine, restez dans cette salle. Les autres, donc, vous pouvez aller, si vous voulez continuer le dialogue entre vous, dans le Participant Lounge. Et puis, pour d'autres, on se retrouvera donc tous à 12h30, donc dans 30 minutes, pour la troisième session, the third session, at 12:30, where you will have discussion, presentation of resources to improve online learning. And you have 4 topics, and you can choose one topic out of the 4 to have these conversation. One of them is actually about, yes, mental health et mieux-être. Donc voilà, encore une fois, merci à tous pour cette participation, belle participation. Merci beaucoup, Martine. Merci, Aline.